Maintenant, on va attaquer une partie qui est pas facile, c'est de savoir où en est la boxe par rapport au MMA. Parce que moi, si je regarde un petit peu ce qui se passe sur Twitter, etc., il y a plein de mecs qui vont regarder Fury Ngannou et vont dire mais la boxe, mais c'est finito, les combats ils sont truqués, non mais les juges, je comprends rien, comment ça il a scoré autant, comment ça ils mettent pas de KO, comment ça le combat de l'année c'est Eni Lomachenko, c'est Lomachenko qui a gagné. Enfin, on a le ressenti négatif qui ressort énormément. Il a tout balancé, Sacha. Ouais, il a mis tous les arguments. J'ai vu tout ce que j'ai pu voir, hein. Je vous ai tout sorti, les gars. Et en fait, on a l'impression que le MMA a un train d'avance, que le MMA c'est hype, que le MMA c'est cool, que le MMA c'est hyper stylé. Et on a l'impression que la boxe c'est un peu ce sport noble et ancien qui est en train de disparaître. Alors, c'est en train de changer. D'accord. C'est en train de changer là tout récemment avec l'arrivée d'un personnage que je surnomme le Dana White de la boxe anglaise, qui se nomme Son Excellence Turki Al-Alshir, qui est le créateur de la Riyadh Season, qui est celui qui, on va dire, prend le rôle de ministre des Sports en Arabie Saoudite et qui a organisé tous ces combats-là qu'on a pu voir récemment, ces grosses cartes. La prochaine grosse carte, il a réussi à faire l'exploit de mettre sur la même carte les promotions telles que Matchroom Boxing, PBC et Queensberry Promotion. Des promotions qui se détestent. Mais alors, on revient là-dessus, c'est quoi des promotions? Alors, parce exactement. que là, franchement, là, alors, tu vois, là, déjà, exactement. je me dis, mais il y a des promotions, il y a des trucs, c'est aussi ça. C'est un sport qui est difficile à lire par rapport au MMA. MMA, on te dit UFC. Voilà, je vais tout déblayer. je vais tout déblayer. Alors, il faut savoir qu'en boxe anglaise, il faut commencer par là. Il y a une séparation des pouvoirs, je vais m'expliquer. Il y a une séparation des pouvoirs en boxe anglaise qui n'existe pas en MMA. En boxe anglaise, il y a deux entités. Les fédérations qui possèdent les ceintures, IBF, WBC, WBO, IBA, IBO, etc., qui ont, on va dire, qui régissent le classement des boxeurs et ordonnent les affrontements, arrivés à un certain niveau. Donc, ils ont, on va dire, un pouvoir d'exécution. À côté, totalement différent, qui collaborent avec eux, il y a les promoteurs. Donc, PBC, Matchroom, Queensberry Promotion, Boxer, etc. Eux, leur travail, ça va être d'organiser les événements et de choisir le canal de diffusion. Donc on voit qu'il y a deux entités bien distinctes qui vont collaborer ensemble. T'as sport, business. Exactement. En MMA, c'est tout à fait différent. L'UFC est un promoteur. Exactement. L'UFC est un promoteur en soi. L'idée de la boxe, pour te faire un parallèle MMA pour ceux qui connaissent bien le monde du MMA, ce serait une UFC, un Bellator, un PFL qui n'aurait pas de ceinture. Jamais. Et au-dessus d'eux, il y aurait des organismes qui collaboreraient avec eux pour mettre en jeu des ceintures mondiales qui appartiendraient à ces organismes-là. Et c'est ce qu'on voit. Et les ceintures ne seraient pas les ceintures de l'UFC, du Bellator ou du PFL. Les ceintures d'organismes qui collaborent avec ces promoteurs-là. On a l'infographie là, on voit division WBC, IBO, WBO, IBF, WBA, The Ring. Alors là, on est chez les poids lourds, on n'est pas dans la catégorie de Shakur Stevenson, mais on voit qu'il y a plusieurs champions. Tyson Fury en fait partie, il possède une ceinture et j'ai l'impression que Usyk possède toutes les autres. Et là, en fait, le but du jeu, parce qu'on sait que les deux vont s'affronter, c'est que celui qui bat l'autre, il a toutes les ceintures et en gros, il a le monde à ses pieds, quoi. Exactement. Et il y a aussi un problème de temporalité. Quand je dis un problème, pas un problème, mais une explication à donner par rapport à tout ça. L'UFC a fêté ses 30 ans le 12 novembre 2023. L'UFC a fêté ses 30 ans. L'UFC, c'est considéré la création de l'UFC comme le départ du MMA moderne. C'est un sport qui a 30 ans. Les règles du Marquis de Queensberry, qui sont les règles de la boxe anglaise aujourd'hui, elles ont été publiées en 1867. Ah oui. On n'est pas loin de 200 ans plus tard, en fait, finalement. On est plus de 150 ans plus tard, en tout cas, aujourd'hui. Donc c'est un sport ancestral et toutes ces fédérations que vous avez vues au mur, c'est WBA, WBC, IBF, WBO, ont été créées au fur et à mesure du temps. La WBA, qui est la première originelle, qui date de 1962, est une émanation de ce qu'on appelait la National Boxing Association, qui était un regroupement C'était la NBA. de commissions. C'était la NBA. Ça s'appelait la NBA. Avant que la NBA n'existe. Qui était un regroupement des commissions athlétiques aux États-Unis, qui collaborait avec la commission de New York, qui était elle-même indépendante. Et les champions de ces deux entités-là, commission de New York, NBA, étaient reconnus comme les champions du monde. Il y en avait qu'un, globalement, ils reconnaissaient le même champion du monde. En 62, la NBA devient la WBA. Ils changent de national à world en s'associant avec des pays. Alors, l'histoire est très longue. Vous irez voir les détails si vous voulez, mais la création des fédérations, c'est plein de corruption, de choses. Exactement. C'est pas vraiment la NBA. C'est les histoires sympas. C'est la boxe. Un an après, création de la WBC, qui est donc des gens qui voulaient se retirer de ce système-là de la WBA, qui ont créé leur fédération parallèle au Mexique. En 63,
Pendant 20 ans, c'est les deux fédérations qui gèrent. Pour être champion incontesté en boxe, il fallait avoir la ceinture WBA et la ceinture WBC. D'accord. En 83 est créée l'IBF, une fédération américaine, International Boxing Federation, qui est très vite reconnue par les autres parce que Larry Holmes, qui est un grand champion poids lourd, va abandonner sa ceinture WBC pour la ceinture IBF. Okay. Donc c'est un coup de lumière sur cette fédération d'un coup. Elle est reconnue par les deux autres. On passe à l'ère à 3 ceintures. À partir de 83, pour être champion incontesté, il faut WBA, WBC, IBF. Et en 88 se crée la WBO qui, elle, va mettre beaucoup plus longtemps à être reconnue par les autres. Une quinzaine d'années, grosso merdo. On n'a pas de date très précise, mais on va dire qu'à partir de 2003, 2004, 2005, c'est l'ère à 4 ceintures. La WBO est reconnue par les 3 autres. Et donc, pour devenir champion incontesté, il faut les 4 ceintures des 4 fédérations. C'est compliqué un peu, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est assez marrant en fait. Exactement. Ça a un côté fun. Vas-y, tu voulais rajouter. Et ce qui facilite pas les choses, comme tu viens de dire, c'est que ces fédérations-là, elles prennent un pourcentage de la bourse de chaque champion. Et du coup, elles, ça les arrange qu'il y ait toutes ces catégories intermédiaires qui viennent embrouiller l'esprit des spectateurs. Exactement. À la base, il y en a quoi ? Il y en a que 8 des catégories. Mais là, maintenant, elles ont été doublées. 17. Il y en a 17. Oui. 17 avec la nouvelle qui a été créée de manière honorifique, la Bridgerweight. C'est la 18e. Exactement, ouais. La 18e, en l'honneur à Bridger Walker, un jeune enfant américain qui a sauvé sa fille des crocs, de sa petite sœur de 4 ans des crocs d'un pitbull. Donc, Mauricio Suleiman s'est dit, je vais créer une fédération en son nom. Et maintenant, les 92 kilos aux 109 kilos, il me semble, c'est une nouvelle catégorie. Ok, là on regarde justement, il y a 17 catégories de poids en boxe, alors 8 historiques, on sait qu'à l'UFC il y a 8 catégories, là il y en a 17. Exactement. Il y a des catégories reines, Alex, c'est ça ? Oui, de toute façon la catégorie reine en boxe c'est les poids lourds, il n'y a pas photo, par son histoire et les noms qui l'ont composé, les Mohamed Ali, les Mike Tyson, on n'a que à citer ces deux-là pour que vous compreniez, mais les 8 catégories que vous venez de voir s'afficher, c'est les 8 historiques en effet de la boxe, et derrière il y a eu des rajouts parce que en boxe, les différences de poids peuvent faire des énormes différences, notamment sur le punch. Donc, on a décidé de répartir un peu mieux ces poids et on est arrivé aujourd'hui à 17 catégories. Alors, ce que vous montre, c'est une infographie qu'on a trouvée avec Tristan qui vous montre en fait le premier champion du monde. Vous voyez, on part d'une seule ligne. Tout en bas, ça c'est le premier champion du monde des lourds, John L. Sullivan, et ensuite on remonte et au fur et à mesure, différentes lignes vont se créer et se construire, et on voit qu'il y a une répartition des ceintures qui n'existait pas au début. Ah oui, on voit tout ce que tu disais, la NBA, etc. On voit les noms qui succèdent, Mike Tyson là qui arrive sur la droite, The Ring. Et vous voyez, c'est très difficile à lire, c'est là où la boxe a eu un problème pendant des années. Ça, surtout là ça commence à être chargé. Hein. C'est compliqué à lire, il y a des champions de partout, il n'y a plus un champion du monde comme il y avait dans cette première époque de la boxe et de la NBA, de la commission de New York et même après. On voyait ça c'était la hiérarchie des lourds, des poids lourds. C'était l'historique des championnats du monde des lourds. Les puristes de la boxe, par exemple, aiment reconnaître le champion linéaire. Le concept de champion linéaire, comme il y a trop de ceintures... Là, tu m'as... Non, le contraire. Il va simplifier les choses. Okay. Comme il y a trop de ceintures, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, les ceintures alphabet, comme on les appelle, donc WBC, ça m'intéresse pas, il y en a trop. On ne sait plus qui est le champion du monde. Donc moi, j'aime le concept du champion linéaire. En fait, c'est l'homme qui a battu l'homme, qui a battu l'homme, qui a battu l'homme. Okay. Le champion qui a battu le champion d'avant, qui a battu le champion d'avant, qui a battu le champion d'avant. Donc c'est une liste qui remonte chez les poids lourds à John L. Sullivan en 1885 et qui aujourd'hui arrive jusqu'à Tyson Fury. Okay. Tyson Fury est le champion linéaire des poids lourds. Parce qu'il a battu tous ceux qui ont battu. Il a battu le Klitschko, qui avait battu le mec d'avant, qui avait battu le mec d'avant, qui avait battu le mec d'avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à 1885. C'est un peu la succession royale, quoi. On coupe la tête du roi, on prend sa place et... Et l'équivalent de ça, le plus proche qu'on ait, puisque c'est reconnaître un seul champion du monde et se dire qu'il n'y a qu'un seul champion du monde par catégorie, c'est ce qu'on va appeler, c'est la dernière ceinture, mais c'est pour beaucoup la plus légitime, pour moi en tout cas largement, qui est la ceinture The Ring, qui est un magazine de boxe qui a été créé en 1922 et qui, dès sa création, va accorder une ceinture représentant ce magazine. C'est le plus grand magazine de boxe au monde, le magazine The Ring. Ils ont arrêté pendant une dizaine d'années, dans les années 90, de faire ces ceintures. Ils y sont revenus au début des années 2000. Et le principe, c'est on a des classements par catégorie. Et quand le numéro 1 et le numéro 2 s'affrontent, ou au pire le numéro 1 contre le numéro 3, mais il faut des exceptions si c'est le cas, eh ben on leur met cette ceinture en jeu, la ceinture The Ring, qui est la ceinture qui ressemble à celle de Rocky dans les films Rocky, si vous voulez la voir. C'est la ceinture. Ah ouais. Il y a c'est très célèbre au niveau de son. C'est la dernière. Au niveau des là, coloris. Sur la droite, là, on voit. C'est la. D'ailleurs, oui. Non, celle-là, c'est la WBC. Voilà, c'est inversé au niveau des noms. C'est l'IBO qui doit être celle de The Ring. En exactement, voilà, ça c'est inversé. Donc c'est la ceinture la plus
légitime et prestigieuse dans le sens où un seul homme peut l'avoir par catégorie et il a forcément dû affronter le deuxième plus fort de cette catégorie, donc on considère que c'est lui le vrai champion du monde. Ok, bon, c'est un petit peu plus clair. Alors dans le chat, ils essayent de trouver des comparaisons. Ils disent, alors, ça veut dire que si on était en foot et qu'on voulait être champion incontesté, il faudrait remporter la Ligue 1, la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, et là on serait peut-être champion incontesté. Si, un peu, oui, il y aurait une idée comme ça. Ok. En football, oui, exactement. Chaque fédération de boxe serait un des championnats nationaux en Europe et il faudrait avoir les 4 pour être le champion incontesté de football. Mais ça, pour vous, c'est ça le plus gros défaut entre guillemets de la boxe, c'est ce côté illisible à cause de ces fédérations-là. Exactement, c'est très compliqué, notamment en termes d'organisation de combat. C'est rare qu'on ait, et d'ailleurs on peut le voir en termes de fréquence de ceinture de champion incontesté. C'est très rare en boxe anglaise qu'on ait des champions incontestés. On a presque ne pas fait avoir Errol Spence face à Terence Crawford. Il a fallu que Terence Crawford quitte sa promotion. Mais ça s'améliore. C'est là où on va y venir aussi. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Exactement. On en a de plus en plus et ils ont compris, et aussi sans doute avec l'émergence du MMA, qu'il était important d'arrêter cette illisibilité. Et on n'est pas rentré dans des détails qui te feraient péter les plombs, Sacha, mais la WBA, il y a un super champion et il y a un champion régulier du monde. Alors là... Parce que, comme l'expliquait Sigma, chaque ceinture, la fédération qui met une ceinture en jeu récupère un pourcentage de la bourse. Pour pouvoir gagner une ceinture de la WBA, il faut payer la WBA. On paye la fédération. C'est comme ça qu'ils se font des raouts et des conventions annuelles n'importe où dans le monde à siroter des cocktails. Exactement. C'est qu'ils récupèrent beaucoup d'argent. Attends, mais on critique l'UFC qui paye pas beaucoup les combattants, mais la boxe, tu dois payer pour combattre carrément. Si tu veux qu'on rentre dedans, c'est une horreur. Donc, comme ça leur rapporte de l'oseille, ils en ont créé plein des ceintures. Un super champion, et puis un champion régulier, et puis un champion intérimaire, et puis un champion Diamond pour la WBC, et puis un champion Silver. On te rajoute plein de ceintures, donc c'est illisible pour les gens. Donc on n'arrivera jamais, la boxe est faite en sorte, jamais on arrivera avec quelqu'un. Allez, peut-être les Saoudiens, si un jour ils pètent des plombs totalement et qu'ils disent on veut faire une fédération mondiale de boxe et on a tellement d'argent qu'on vous la fabrique comme ça. Mais sinon, ce sport a de lisibilité en soi par son organisation et c'est très compliqué de le rendre plus lisible. Il y a de l'amélioration quand même, tu le disais, depuis qu'il y a l'ère à 4 ceintures, donc le début des années 2000, il n'y a eu que 9 boxeurs masculins, et d'ailleurs 9 femmes aussi, qui ont été champions incontestés à 4 ceintures. Mais il y en a eu 5 depuis 2021. Donc on voit qu'il y a un mouvement en boxe où les meilleurs affrontent les meilleurs pour toutes les ceintures, ce qui n'a pas été le cas pendant une quinzaine d'années. Donc on va vers le bon, on va vers du positif, et on en a vu d'ailleurs plusieurs cette année sur RMC Sport de ces combats à 4 ceintures, donc on va dans le bon sens. Ouais, c'était le dernier, c'était donc Crawford Spence Jr. Bon, Crawford aujourd'hui, c'est celui qui a réussi ce défi à prendre toutes les ceintures tranquillement, à unifier tout ça. Techniquement, le dernier en date, c'était Canelo contre Jermell Charlo. Où il les a défendus. Il défendait ces 4 ceintures des super moyens. Alors que là, Terence Crawford, lui, il prenait la ceinture ou les ceintures qui lui manquaient. Il prenait les 3 ceintures que Errol Spence avait. Et là, on se remet dans le contexte vite fait des lourds. On a eu l'annonce du combat entre Tyson Fury et Alexander Usyk. On est dans la même optique. En gros, celui qui gagne, c'est le champion unifié. Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait les images de leur face-off. Alors, c'était dans cet après-midi. C'était bizarrement communiqué, genre une conférence de presse comme ça organisée. Ils les enchaînent. On n'était pas au courant il y a 2 jours qu'il allait y avoir des conférences de presse et on s'est mangé celle de Joshua Wilder et celle de Usyk Fury en 2 jours. Voilà. Exactement. On regarde, avec Sylvester Stallone, ça c'est aussi le côté de la boxe, c'est que il y a ce côté prestigieux, il y a les gros stars qui viennent sur les gros événements. De temps en temps, t'as Rocky Balboa qui est au milieu quand même des hommes dangereux. De temps en temps, on te sort Rocky, tu vois, la Madeleine de Proust, on te le balade de temps en temps dans quelques combats, quoi. C'est important. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique sur les derniers événements de la Riyadh Season. Vraiment rapporter toutes ces personnalités pour montrer cet essor et ce rayonnement de l'Arabie Saoudite et surtout, il y a de l'argent sur la table. Ouais. Pour preuve, pour rebondir sur ce qu'a dit Alex tout à l'heure, en termes de fédération et de leur avantage à créer énormément de ceintures, ils ont, cette semaine, là c'est officiel, intégré Francis Ngannou au top 10 WBC. Donc ça va être mis à jour, c'est officiel, lors de la convention WBC. Pourquoi ? Pour qu'en cas de rematch potentiel face à Tyson Fury, la ceinture WBC soit en jeu. D'accord. C'est vous dire. Et pas un combat gratuit, exactement, pas un combat pour prendre le pourcentage cette fois-ci. Et de toute façon, même si c'est pas contre Fury, même si c'est contre n'importe qui d'autre, maintenant qu'il est dans le classement, t'inquiète pas que la WBC te mettra n'importe quelle ceinture possible. Exactement. Ils auront créé 3 jours avant, histoire de récupérer un petit billet sur Francis qui va rapporter beaucoup d'argent maintenant après son combat contre Tyson, c'est évident. J'avais une question aussi
aussi, et on l'avait vu, on avait touché. Alors, on voit les images, hein, et ça, c'est le combat qui est attendu. Alors, si je me trompe pas, c'est attendu par tout le monde. Ça a tardé à être annoncé ce combat-là, mais tout le monde voulait le voir, c'est ça, les gars. Il n'y a pas eu de champion incontesté, donc avec toutes les ceintures chez les poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999. On ne payait pas en euros. Ah oui, d'accord. 24 ans. Exactement. Donc c'est exceptionnel. Enfin, c'est quelque chose de très rare. Et on va avoir enfin un seul champion du monde des poids lourds. Voilà. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et pour le coup, quand on a vu le face-off, quand on a vu l'intensité de Tyson, ce sera pas le même Tyson que contre Francis Ngannou, je peux vous le dire tout de suite. On voit qu'il le prend beaucoup plus au sérieux. Ah ouais, c'est moins. Et puis typiquement, si toi tu parlais d'un rematch, si sa ceinture est en jeu, il pourra pas être mi-figue mi-raisin comme il l'a fait face à Francis, non ? Exactement. Là, il sera beaucoup plus concentré. Là, on est dans un contexte où justement les combats se font avec le nouveau Dana White de la boxe, hein, c'est-à-dire l'organisateur de la Riyadh Season. Il vient, tel un Dana White le ferait en MMA, d'ordonner. Donc c'est son excellence, hein. Turki Al-Alshir, qui a ordonné l'unification Bivol-Beterbiev. Il veut ce combat-là d'unification des lourds légers sur la Riyadh Season. D'accord. Quelque chose qui n'a pas réussi à être fait durant plusieurs années, plusieurs mois. Donc là, en train de dire que c'est peut-être l'Arabie Saoudite, l'immense game changer de la boxe, qui tout peut faire uniformiser, basculer quoi. Non, puis, de toute façon, il n'y a pas de solution à trouver, mais c'est vrai que chacun a des avis sur des choses. Moi, si demain on me disait on remet les 8 catégories historiques, je serais vraiment ravi parce que je pense que c'est plus simple. Pour la symbolique, c'est hyper fort d'avoir ces 8 catégories, mais je comprends qu'aujourd'hui, il y a tellement de boxeurs dans le monde aussi que avoir toutes ces différentes catégories, ça permet d'impliquer plus de monde, d'impliquer plus de boxeurs. Et puis, les grandes différences entre les 8 catégories faisaient qu'une montée de catégorie devenait très dangereuse. Mais par exemple, Shakur peut devenir ce soir le 50, alors si j'ai bien fait le compte, mais je l'ai fait un peu à l'arrache quand même quand j'ai préparé l'émission. Normalement, c'est le 55e homme de l'histoire qui peut être champion dans 3 catégories chez les professionnels. Wow. 55e homme de l'histoire. Il n'y en a que 8 qui l'ont été dans les 8 catégories historiques. D'accord. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus rare à faire parce qu'il y a des différences plus importantes entre les catégories. Juste pour que tu saches quand même, Henry Armstrong, un des grands noms de l'histoire de la boxe, quand il n'y avait que 8 catégories, à un moment il était champion du monde dans 3 en même temps. Ah oui. Ah non, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un jeu dans la boxe de jouer avec ces catégories, de changer. C'est beaucoup plus régulier que ce qu'on voit en MMA finalement. Mais parce que pour marquer l'histoire, tu es obligé de faire ça. Oui, puis quand tu as 17 catégories, les écarts sont beaucoup plus faibles. Donc tu peux jouer un peu plus sur ça. En MMA, tu as des gros écarts parfois entre certaines catégories qui rendent impossible le truc parce que tu vas arriver face à des monstres qui ont 15 kilos de plus que toi dans la cage et tu vas le sentir passer très vite. Typiquement, là, tu me dis, Shakur Stevenson, il peut être champion dans 3 catégories. Mais concrètement, l'écart entre le poids le plus bas et le poids le plus haut, c'est quoi ? C'est 4, 5, 6 kilos ? C'est 6 kilos. Dans ces 3 catégories-là ? Donc il est fait de plumes allégées. Ça fait 126, 130 et 135 pounds. Je suis désolé, en fait, je le connais que en pounds. Donc il est passé des 61 kilos on est de 126 à 135, donc il y a 9 pounds, il y a 4 kilos. Voilà, à peu près 5 kilos. Alors, je vais devoir vous laisser parce que je dois faire un réglage sur l'autre studio de stream et je sais pas comment je vais faire avec tous les micros, mais on va trouver un moyen, vous en faites pas, ça va se faire plutôt bien. Est-ce que vous pouvez me parler aussi des différents contrats qu'il y a dans la boxe ? Il y a une complexité. On parlait des clauses de réhydratation. Enfin, il y a plein de détails dans des combats qui, je trouve, sont un peu farfelus. On n'a pas l'habitude de voir ça. Mais les négociations pour les combats, ça a l'air d'être assez tendu. Et certains boxeurs mettent plein de conditions et de clauses, peut-être pour se faciliter la tâche, non, ou des choses comme ça. Tout à fait. Ou alors choisir comment construire leur carrière, parce que tu disais... Mayweather te force à essayer d'être invaincu limite toute ta vie et ça c'est forcément une grosse pression. Mais c'est quoi les moyens qu'ont les boxeurs pour essayer de construire leur carrière en défiant des gens, etc. On va prendre typiquement le cas de Gervonta Davis. Il y en a beaucoup qui disent qu'il a choisi ses combats, qu'il était dans le Floyd Mayweather Protection Programme. En gros qu'il était vraiment protégé. Bon, je trouve pas que c'est le cas, mais typiquement, quelque chose qui illustre parfaitement ce que tu as dit, cette clause-là, c'est Gervonta Davis qui a imposé une clause de réhydratation à Ryan Garcia lors de leur combat, qui a complètement sapé le jus de Ryan Garcia. Chose qui n'aurait pas forcément été possible en MMA et à l'UFC. Et c'est aussi la difficulté de cette discipline. Par tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a tellement de gens impliqués parfois dans la création d'un combat, les différents promoteurs, les différentes fédérations, les différents clans de chaque boxeur, que chacun essaye de mettre la petite clause qui va dans son sens, chacun essaye de mettre... s'il y a une clause de revanche,
Par exemple, sur Spence Crawford, c'est symptomatique. La clause de revanche, le perdant peut activer la revanche. Donc, Errol Spence Jr., qui a perdu contre Terence Crawford, pouvait activer sa revanche. Par contre, c'était au vainqueur de choisir à quel poids elle se ferait. Exactement. Donc, c'est Terence Crawford qui peut décider s'il reste en welter ou s'il monte en super welter. Donc, les coulisses de la boxe sont souvent plus compliqué à gérer que le ring au final. Exactement, beaucoup plus compliqué à gérer. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'est fait avoir injustement par la IBF. On en parlait sur les réseaux sociaux. Il s'est fait retirer sa ceinture qui, à mon sens, est injuste car ça fait même pas 1 mois et demi, 2 mois et demi qu'il est incontesté. Et c'est à cause de ces micmacs contractuels qu'un boxeur, après une victoire, ne veut pas aller affronter l'autre boxeur avec lequel il est censé être mandatory, challenger obligatoire. Exactement. Non, c'est compliqué aussi par ça parce que il y a tellement de choses différentes à comprendre pour bien comprendre de la boxe qu'on peut comprendre que le côté beaucoup plus lisible et linéaire du MMA ou de son phare qui est l'UFC, c'est beaucoup plus simple au final à suivre pour les gens. Et moi, je comprends les gens qui me disent ça me gave un peu de suivre la boxe parce que je comprends pas des fois pourquoi lui affronte lui et pas lui. Et puis là, par exemple, c'est vrai que c'est typique. On vous a parlé de la soirée du 23 décembre où il y aura et Anthony Joshua et Deontay Wilder sur une carte, 2 des plus grandes stars des poids lourds et de la boxe. Pour quelqu'un qui connaît pas bien la boxe, il va quand même falloir à un moment, quand il sera devant l'écran, je pense qu'une des premières questions auxquelles on aura tous droit, si on le regarde avec des amis qui sont moins au fait de la boxe, c'est mais pourquoi ils s'affrontent pas en fait Exactement. Pourquoi ils sont au même endroit, le même soir, dans le même ring, et ils s'affrontent pas. Oui. C'est quand même complexe ça pour ça, Sigma, cette discipline. C'est vraiment fascinant, et ça témoigne vraiment de la rigidité qui existe actuellement dans la boxe. Rigidité qui n'est pas vraiment présente en MMA. En MMA, il y a vraiment une flexibilité. Pour Dana White, s'il a envie de faire combattre Benoît Saint-Denis pour la ceinture BMF avec Justin Gaethje, il claque des doigts, ça se fait. Complexité, on va en parler, qui fait aussi qu'ils ont beaucoup plus la main et que l'UFC a beaucoup plus la main sur ses combattants, sur ce qu'ils gagnent, sur ce qu'ils peuvent faire justement en combat. Il y a beaucoup plus de liberté dans la boxe et c'est aussi quelque chose qui est légal. La boxe est régie aussi aux États-Unis par ce qu'on appelle le Ali Act, qui est une loi qui a été passée pour permettre à la boxe de se structurer un peu mieux parce que la boxe a longtemps été, et ça vous avez énormément de livres qui vous le raconteront, sous le joug de la mafia. Il y a eu des dingueries absolues pendant des décennies en boxe. C'est toujours le cas d'ailleurs. Je rappelle que Tyson Fury est interdit de sol aux États-Unis puisqu'il est lié à Daniel Kinahan, un des plus grands mafieux européens, un mafieux irlandais. Il était à son mariage. Aujourd'hui, il peut pas combattre à Las Vegas, Tyson Fury. Donc, ils ont essayé de mettre en place en tout cas des lois pour mieux gérer la boxe et c'est comme ça qu'elle s'est un peu améliorée, même si je le disais, il y a encore des difficultés. En tout cas, on va dans le bon sens pour confirmer aussi ce qu'on disait, Sacha. On va dans le bon sens. Moi, j'ai recensé, depuis qu'il y a 4 ceintures pour être champion incontesté, il y a une 40aine de combats pour les 4 ceintures. Quasi la moitié sont sur les 3 dernières années. Excellent. Donc, c'est qu'on va bien dans le bon sens, qu'on va bien vers la recherche de montrer un champion par catégorie, de montrer le meilleur à son poids. Et je pense que c'est très positif. Par contre, il y a quelque chose qui tue la boxe, clairement. Et ça, je suis... au-delà de la lisibilité. Là, tu dis les termes, là. L'autre gros truc qui tue la boxe, et j'ai noté exactement les stats parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Vas-y. Sur le top 100, pound for pound, donc quand on dit pound for pound, c'est toute catégorie de poids confondue. On fait un classement des meilleurs boxeurs de la planète, toute catégorie de poids. Si on les mettait tous au même poids, c'est qui est le meilleur. C'est un peu l'idée de ce classement-là. Le top 100 d'ESPN, en 2023, ils auront fait 122 combats au total. Le top 100. Les 100 meilleurs boxeurs de la planète n'auront combattu que 122 fois sur une année. Il y en a 20 qui n'auront pas combattu. Il y en a 42 qui n'auront fait qu'un seul combat. Il n'y en a que 4 sur 100 qui auront combattu 3 fois. L'inactivité de ce sport, c'est une moyenne pour les 100 meilleurs boxeurs au monde de 1,2 combats par an. Aujourd'hui, ça paraît impossible, tu vois, à l'UFC de se dire que quelqu'un va faire un combat. Enfin, on le trouverait pas assez actif, clairement. Ouais, il dégagerait, hein, surtout les grands champions. C'est un vrai problème, c'est un des gros problèmes de la boxe parce que et on voit que ça touche pas que les champions. Là, j'ai parlé du top 100, donc même les boxeurs d'un peu moindre niveau, on va dire pas de deuxième zone, mais de deuxième division entre guillemets mondiale, commencent à être eux aussi inactifs. Mais c'est quoi? C'est parce que les mecs, ils ont l'oseille, ils commencent à toucher des gros montants. Parce qu'on cherche plus le combat qui va bien, parce qu'on veut pas perdre son zéro défaite, la culture du zéro mise en place par Floyd Mayweather ou Sigma Parrett. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on est plus attentiste qu'à l'époque. Je vous citais Henry Armstrong tout à l'heure, qui était champion dans 3 catégories en même temps, quand il n'y en avait que 8. Henry Armstrong, c'est un délire, les gars. En 1937 et 1938, donc les années où il est champion du monde dans les 3 catégories, sur les 2 années, Sacha,
Il est à 41-0. Ah oui, d'accord. Dont 36 KO. Impossible aujourd'hui. Sugar Robinson, qui est un des plus grands, pour moi c'est le plus grand boxeur de l'histoire, qui a été champion du monde multi-fois chez les moyens et chez les welter. Avant de gagner le titre des moyens, les 4 dernières fois qu'il l'a gagné, il était à 129-1. Ah ouais, non, mais c'est alors, on ne retrouvera jamais l'activité qu'avaient ces gars-là, parce qu'ils boxaient une fois par semaine et qu'il n'y avait, pas de protection, et que je suppose qu'une immense majorité d'entre eux ont fini comme des légumes chez eux, avec la tête explosée, ce qui n'est pas bon, et il faut qu'on protège les combattants dans ces sports-là. Mais le grand écart est énorme entre cette époque-là et les 1,2 combats par an des 100 meilleurs combattants. C'est un énorme problème pour la boxe, et il faut qu'ils combattent plus, notamment les grands champions. Il faut qu'on les voit en action. T'as Oden qui pose une question qui dit ou alors peut-être qu'ils veulent pas finir à 35 ans avec 100 combats et une santé mentale en morceaux. Tout à fait. C'est pour ça que je viens de le citer. Et on peut pas revenir. Je suis pas du tout en train de demander qu'on revienne à Henry Armstrong ou Sugar Robinson. C'est une bêtise absolue. Moi, je vous conseillerais à tous un livre qui s'appelle Damage de Trace Dixon, qui est sorti il y a 2 ans, qui vous explique tout ça et des histoires incroyables de boxeurs qui ont perdu la tête, qui se souviennent plus de leur prénom, qui sont obligés de porter des casques chez eux parce que sinon ils tombent. Ils ont tellement plus d'équilibre. C'est un énorme problème et il faut en effet les protéger. Et il n'est pas question de les faire combattre 10 fois par an. Par contre, un champion du monde et un des 5 meilleurs boxeurs de la planète, si on pouvait le voir plus d'une fois par an, au moins 2, ce serait quand même peut-être bien. Bah, oui. T'as Jartis dans le chat qui dit Mayweather a pourri ce sport. C'est-à-dire qu'en étant peut-être le plus grand champion, est-ce qu'il n'aurait pas laissé un espèce d'héritage que personne finalement pourra remplir? Là, on le voit, c'était face, alors faut pas que je me trompe, Logan Paul. Ça, bon. Là, on n'est plus dans sa carrière active. Là, on est dans les combats pour le fun. Je sais pas, il a combien de kilos de moins que son adversaire, mais beaucoup. Ouais. Mais voilà, c'est les seules images qu'on aura sur Mayweather. Mais bon, on voit déjà qu'il est capable de rivaliser avec un mec qui fait 30 kilos de plus que lui. Est-ce que tu penses qu'il a pourri ce sport, Sigma? Dans son après-carrière, c'est, on va dire, un argument qui peut s'entendre. Parce qu'une personne, une icône de la magnitude de Floyd Mayweather, qui s'adonne à des combats que certains pourraient qualifier de cirque, de la sorte, ça peut peut-être entacher sa legacy et la legacy du sport de la boxe. Après, qu'il l'ait pourri ou pas, on va dire que les puristes ont arrêté de regarder ce genre de combat-là. Ils ont arrêté, même les cartes. Toi, tu regardes? C'est compliqué. Il a fait une tête. C'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai du mal à regarder. Même les cartes Misfit Boxing. Par exemple, avant, pour être tout à fait transparent, avant je tirais sur quelqu'un comme Jake Paul. Mais maintenant que je vois qu'il s'adonne de manière sérieuse à ce sport-là, je commence à m'intéresser un peu aux boxeurs. Voilà, quand je vois que ça devient sérieux, je commence à m'intéresser. Quand je vois que des boxeurs comme Floyd Mayweather font ça vraiment pour l'argent et s'amuser en après-carrière, je me dis, bon voilà, il n'y a pas vraiment de compétition intéressante à regarder. Voilà. C'est symptomatique, ce sport a perdu beaucoup de traction, notamment chez les jeunes. Par rapport, par exemple, au MMA, dont tu faisais la comparaison. Ouais, bah oui. La population qui consomme la boxe aujourd'hui est plus vieille que la population qui consomme le MMA. Les frères Paul, par exemple, c'est quand même des gens qui peuvent ramener des yeux nouveaux, des gens qui sont de la nouvelle génération, qui les ont connus via les réseaux sociaux, à regarder de la boxe. Est-ce qu'ils resteront tous? Est-ce qu'ils continueront de regarder de la boxe? Est-ce qu'ils iront regarder un combat de japonais chez les Supercoqs? Je pense pas. Mais s'il y en a même que 1% qui commence à aimer la boxe parce qu'il a été regardé les frères Paul, eh ben en fait on a déjà gagné. Cette discipline a déjà gagné, elle a gagné des nouveaux fans qui seraient pas venus s'il n'y avait pas eu les frères Paul. Donc il y a du positif. Non, là où le Floyd Mayweather, il peut faire toutes les exhibitions qu'il veut contre les frères Paul, il a bien mérité ça, il est à la retraite, il fait ce qu'il veut pour prendre un billet. Là où il a fait du mal à la boxe, pour répondre à ce que disait le chat, c'est que ce qu'on appelait la culture du zéro. Exactement. Et c'est ce qui va avec l'inactivité dont je parlais. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent donc les combats pour pas perdre leur 0 défaite. Mayweather a été un roi de prendre ses adversaires au bon moment. Je prends Canelo quand il a 23 ans. Je prends Pacquiao quand il en a beaucoup trop, quand il est beau 5 ans après quand j'aurais dû le prendre. Il les choisissait au bon moment pour les affronter, ce qui veut pas dire que c'est pas un boxeur extraordinaire, je sais plus, je crois qu'il a 25 ou 26 combats de championnat du monde gagnés, enfin... C'est un boxeur fabuleux, Floyd Mayweather, mais il était très stratégique et très business dans sa façon d'imaginer la boxe. Tout à fait. Et quand quelqu'un qui fait autant de stratégie et de business devient l'athlète le mieux payé de la planète, je rappelle que pendant des années, c'était lui, devant les footballeurs, les basketteurs, les gens du football américain, largement. Oui. C'était Mayweather pendant longtemps. C'est vrai. Quand vous êtes les petits boxeurs qui voyaient ça, vous le prenez comme modèle en fait. Il est devenu le mec le mieux payé de la planète dans le sport. Pourquoi on se dirait qu'on va pas faire comme lui ?
Donc on fait tous comme lui et on s'évite. Okay. Et ça donne ça. Et Gervonta Davis, c'est pas un peu l'héritier de ça dans la culture, dans la recherche de l'argent à tout prix dans ces combats? Il est en effet un peu l'héritier de ça. Et d'ailleurs, il était chez Mayweather Promotion, il a été sous l'égide de Floyd, donc les chiens font pas des chats. Il lui a bien appris le business. Mais oui, c'est symptomatique. Il a choisi beaucoup de combats. Il a pas fait. Il y a beaucoup de combats qu'on aurait voulu voir, qu'on n'a pas vu pour l'instant de Gervonta Davis. Il est champion dans 3 catégories. Gervonta Davis, sauf qu'il y en a 2 où il était champion régulier. Exactement. Et pas super champion. Pour moi, il est champion que dans une catégorie. Comme c'est le cas aujourd'hui. Gervonta Davis, une seule.